On se porte à faire des portes le matin, là, qui sont utiles, qu'il faut faire là, tous les matins. Quand il neige, il faut que je les fasse, une après l'autre, puis en priorité selon le besoin. Là. Ça, après que c'est fini, ça, moi je commence à 7h, 7h là, ces jours-ci, parce qu'il neige justement. À 7h le matin, là, quand j'ai fini de pelleter le bas, juste le bas, là. C'est sûr que je prends une petite pause de temps en temps, il faut que j'aille un petit coin, des enfants de même. Après ça, je viens, j'ai chaud, je transpire. En dessous de ma. Il fait frais dehors, là. J'ai ma tuque, je suis habillé comme il faut, je suis bien dehors. Mais mais après 15 minutes de ça, là, ça devient un bain de vapeur, cette affaire-là. Là. En dedans, j'ai chaud, je suis mouillé partout. Il faut que je rentre en dedans après un certain temps pour enlever tout, là, puis me sécher. Puis après ça, ben là, je me rhabille, je continue. T'sais. Ça, c'est des journées, c'est pas parce qu'il y a des grosses tempêtes, même si ça prend juste un quart de pouce de neige par-dessus un peu de glace pour faire glisser les parents à la garderie. Okay. Alors, je prends pas de chance, moi. J'ai pas de chance à prendre. Donc, je fais ma job. Puis après j'ai fini mes 11 portes, là. Mais là, j'ai des sorties de secours sur les toitures à faire. Hein? Vois-tu, il y a des toitures, puis c'est grand, là. Alors, il y a des sorties de secours là-dessus, des escaliers qui descendent de secours et tout. Si c'est pas fait, qu'on se faisait prendre, par exemple, une inspection soudaine des pompiers, ça arrive, ça. Ça nous arrive une fois par année. Et ils arrivent en gang, 5-6, là. Ils rentrent habillés en pompiers, puis y a-t-il le feu? Non, on s'en vient faire une inspection. Tu es prêt. Si t'es pas prêt, il faut que tu aies des amendes, ça finit pas, là. Donc, il y a une responsabilité. La première, c'est pour les gens, là. L'autre matin, j'arrive là, c'était une patinoire, OK? C'était une patinoire. La dame qui arrive avec son gros camion SUV, justement, pour pas avoir peur d'affronter les éléments, là, en rentrant un petit peu rapidement dans le stationnement, elle a appliqué les freins, elle a glissé jusque dans les escaliers, puis elle a arraché son bumper. Bumper de Mercedes, ça coûte un peu des fesses, ça, là. OK. Alors, tu sais, c'est... Donc, toi, la condition humaine, quand Marx parle le jeune Marx parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, crée l'aliénation ontologique de la vie sur Terre. Oui, donne-moi une seconde, Pierrot. Ouais. J'ai oublié de... Il faut pas passer. Il faut pas oublier de l'ouvrir. De le faire avant que tu te lèves. Puis après, OK, continue. moi, je passe mes journées 15 heures par jour, 7 jours par semaine, à réfléchir à partir de tous ceux qui ont réfléchi. OK? Mm-hmm. Puis le jeune Marx, qui a 24 ans, quand il étudiait Hegel, qui a résolu l'État en disant que les choses font en sorte que ça évolue vers la beauté, hein, puis qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, parce que de toute façon, elles évoluent pareil, nous ne sommes qu'un élément. Okay. Marx se rend compte qu'il y a une supercherie dans ça. Une supercherie parce qu'en réalité, il y a du monde qui paye pour faire avancer les choses, qui paye de leur corps, qui paye de leur santé, qui paye de leurs aliénations. Okay? Mm-hmm. Et Marx se rend compte que le point fondamental, que c'est pas vrai que sur Terre, on est obligé de vivre de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mm-hmm. Marx se rend compte que c'est comme ça, mais c'est pas nécessairement ça la vie. OK. OK? Donc, puis c'est ça, pour lui, il appelle ça une aliénation ontologique. Ça veut dire que normalement, un être humain, quand il est vivant, tous les êtres humains, dans leur dignité abstraite d'être humain, dans leur nano-citoyenneté planétaire, ont des droits juridiques. Le droit juridique de ne pas être exploité par son voisin. C'était pas déjà installé, ça? Ça, c'est même pas encore installé. OK, lui, il pense à ça. Donner le droit. Il la pense, oui. Donner des droits, établir des droits. Oui, mais sauf à l'époque où il était, Internet n'existait pas, le téléphone cellulaire, et la façon dont il a trouvé de donner des droits, c'est que personne ne va jamais les donner. On va se révolter en gang, puis on va aller chercher les droits. Okay. On va conquérir l'État. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, là on sait, parce que ça a été catastrophique, on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle la dignité abstraite de l'être humain, donc son droit de ne pas être exploité par le voisin, okay, son droit inaliénable de ne pas être exploité par le voisin. C'est le droit qui décide ça. Oui, c'est le droit qui décide. On sait qu'on peut y arriver par des concepts. Je t'ai interrompu. Ouais, par des concepts. Par exemple, le nano-citoyen planétaire. Oui.
quand il prend conscience qu'il y a les moyens technologiques de se parler à travers la planète, OK? Il prend conscience aussi qu'avec l'évolution de la technologie, il est fort possible qu'un jour, l'énergie ne coûtant presque rien, parce que ça venant du soleil, etc., qu'on puisse penser à une planète qui n'est pas basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme. OK? Donc toi, pourquoi j'avais dit tout ça? Parce que toi, comme concierge, quand tu parles que tu es le premier nano-citoyen planétaire, OK? Que Michel, concierge du PE Bredard, toi c'est ton corps qui passe sa journée à pelleter à 66 ans. Hein? Parce que, pourquoi? Parce que comme n'importe quel être humain sur la Terre est seulement pour manger, il est esclave de son prochain lunch. Ça, c'est la condition humaine universelle. C'est pas juste toi, c'est tout le monde. Ça. Okay? Sauf que ça non plus, c'est pas normal d'être esclave de son prochain lunch dans notre condition humaine. C'est pas normal. S'il n'y avait pas des guerres, il y aurait la nourriture pour tout le monde. En effet. Donc, qu'est-ce qui fait la beauté de ton témoignage comme nano-citoyen planétaire? C'est ton intégrité à prendre soin du rêve de Marlene, puis en prenant les moyens dans l'état actuel des choses. L'état actuel des choses. Que si tu veux, l'exploitation de l'homme par l'homme sur la planète Terre, elle est partout. Elle est toute. Il n'y a aucun endroit sur la planète où elle n'existe pas. Écoute, le verglas, quand le verglas est arrivé, là, en 98, peut-être. Oui. C'était ça, là. Je pense que oui. En tout cas, quand le verglas est arrivé, le temps qu'on réalise que tout serait paralysé, je suis allé à l'épicerie au coin de la rue pour chercher quelques provisions. Il ne restait plus aucune bouteille d'eau. Les tablettes commençaient déjà à être vides. Pourtant, ici, là, on en a en profusion et d'avance, de l'eau et tout. Là. Mais il n'y avait plus d'eau en bouteille. Et donc, l'eau, il y avait des menaces de fermeture d'eau, tu te rappelles? Mais ainsi de suite. Les gens qui devaient évacuer leur propriété parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Ça gelait, il n'y a plus de chauffage, ainsi de suite. Alors, c'est là que tu vois qu'on est vraiment à deux doigts du chaos, même aujourd'hui, là, encore. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore trouvé des façons de se rassurer les uns les autres et de se tenir ensemble. C'est plutôt diviser pour régner. T'sais. Profiter. Pour son intérêt personnel, même pas caché aujourd'hui. Alors, écoute, cette histoire-là, on parle de Marx pour parler des bien bonnes idées qui ont finalement viré au vinaigre. Hein? C'est-à-dire que Marx, lui, a vu le problème, que ce problème était un problème économique, il l'a vu. Sauf que quand il est arrivé pour le résoudre, de trouver des solutions, ben écoute, des solutions de son époque. Il n'y avait pas les outils pour le faire. Il n'y avait pas les outils, là. C'est l'Internet aujourd'hui, le fait de pouvoir communiquer au-delà, en tout cas, communiquer partout sur la planète. Oui, au moins on a ça, là. Il y a cette base-là qui fait qu'on commence à réfléchir et à penser comment faire pour élever. C'est le téléphone intelligent, hein? Oui, ben dans les mains. Mais le téléphone intelligent, c'est parce qu'ils ont l'Internet dessus. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas l'Internet. Le téléphone intelligent, c'est la capacité d'être mobile aussi. Oui, mobile, oui, c'est ça. Et quand tu penses d'une façon inouïe, Mike, qu'aujourd'hui, les errants fantomatiques, la différence entre les errants fantomatiques d'aujourd'hui et ceux d'il y a 100 ans, c'est que, mettons qu'on est 150 errants fantomatiques, qu'on quitte un pays où rien ne va, on n'est rien pour personne. Il y en a un qui a un téléphone cellulaire avec un GPS qui dit, moi j'ai un cousin d'un cousin d'un cousin qui nous attend dans tel pays, puis le GPS nous dit exactement où passer pour se rendre. On va peut-être en mettre, mais la technologie aujourd'hui accompagne l'erreur fantomatique. Un gars comme toi, comme tous nous autres, on est des errants axiologiques, c'est-à-dire que nous autres, on se bat pour une place qu'on a réussi à se faire dans la société, puis on se bat tous les jours. Donc on se bat de notre système de valeurs contre le système de valeurs du voisin. On se bat. On est connu par un certain nombre de personnes. On est protégé par certaines institutions, comme la famille, comme l'Église, comme le sentiment d'appartenance. Mais en même temps, ce qu'on appelle le droit à l'errance poétique. Qu'est-ce que l'errance poétique? C'est le respect juridique de ta condition de nano-citoyen planétaire. Hein? C'est d'être capable de me sentir respecté. Oui. D'une façon, de ma dignité abstraite. Via le droit. Via le droit. Parce qu'autrement, on sait bien que ça ne marche pas. Bon, oui, on l'a vu dans le passé. Ça, il y a très peu de gens qui ont les dominants, les dominations.
Et souvent, ceux qui ont accès à ça, c'est des visionnaires qui ont payé un grand prix. Par exemple, Margaret Sanger était une errante poétique. Elle avait un rêve, un errant poétique a un rêve, de toute façon. Elle avait un rêve, et elle ne vit que le soleil de son rêve. Elle s'est dit, ils comprendront plus tard. Mes enfants comprendront plus tard, mon mari comprendra plus tard. Ils comprendront plus tard. Mais en attendant, je m'en vais vers mon rêve, un peu comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Et là, ce rêve-là va améliorer un petit peu la condition humaine. Et toute sa vie, elle a mis sa vie, puis mais le but de son rêve, c'était d'améliorer la condition humaine. C'était pas pour un intérêt personnel caché. Non. Elle avait vu beaucoup de souffrance comme infirmière. Ah oui. C'est ça qui l'a... Elle avait vu une souffrance. Oui. Elle dit, c'est impossible que la religion encourage tant de souffrance chez les femmes irlandaises catholiques. De manque d'hygiène sexuelle, de la soumission sexuelle, obligée de faire des enfants, elle était scandalisée. Il faut trouver, elle disait, il faut trouver... Oui, ok, mettons, pendant qu'on passe là-dessus, pourquoi un être humain, qui s'appelle son nom à elle, Margaret, peu importe le genre, pourquoi dans certaines conditions un être humain peut-il en arriver à être scandalisé au point de changer toute sa vie pour tomber au service d'une bonne cause comme celle-là? Pourquoi moi j'abandonnerais tout pour suivre une bonne cause comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai déjà en dedans de moi la prédisposition pour être insulté quand je vois une insulte? Mais tu vas tout abandonner pour une bonne cause. Quand tu as vu Marlene arriver sur ta vie, tu te dis, moi, ma cause à moi, c'est l'amour pour ma femme. Oui, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Pourquoi ne sommes-nous pas tous des écœurants? Non, regarde bien. Ben, plus facile de rien faire. Ta question est excellente. C'est que l'être humain, lorsqu'il a le scandale amène à l'errance poétique. Qu'est-ce que l'errance poétique? C'est être habité par un rêve plus fort que la condition humaine qui nous entoure. Habité par un rêve plus fort que la condition humaine qui nous entoure. Le désir de s'en sortir. Le désir que l'humanité s'en sorte. Jamais de s'en sortir. Mais là, ce qui arrive, c'est là. C'est là. Avant ça, là, tu peux pas aller plus loin que ton rêve à toi, tu sais. C'était très difficile. Tu pouvais pas. Tu n'avais aucun moyen pour le faire. Tu pouvais y penser seulement. Puis encore là... On a des exemples dans l'histoire. Prenons Nelson Mandela, qui est en prison pendant 26 ans. Oui. OK? Les moyens sont extraordinairement limités pour pouvoir amener... Il est scandalisé par l'humanité des Noirs. Et il a fallu qu'il soit extraordinairement intelligent pour, avec le peu de chance qu'il avait de se rendre... Lui, la seule chance de se rendre président. Ben, il a même j'imagine qu'il n'a jamais imaginé ça lui-même. Oui. Il l'avait imaginé. Ben oui, pour lui, son but était de devenir président. Pour pouvoir changer la loi. Puis en plus, non seulement de créer un geste symbolique incontournable. Il a pris son gardien de prison puis il l'a amené comme secrétaire. Mais ça, c'est qu'il faut avoir une imagination formidable, là. Il faut avoir un imaginaire formidable. Quand Christophe Colomb part sur son bateau, il y a 2 journaux. Un pour lui, dans lequel il met les vraies choses, un pour ses hommes, parce que ses hommes vont le tuer. Tu comprends? Alors, dans l'histoire, dans toute cette histoire-là, ce qui était des grands hommes, d'ici 100 ans, n'importe quel citoyen va pouvoir, à cause de la technologie, avoir la chance d'avoir une vie poétique. Ne vous inquiétez pas, les boys, on a un GPS. C'est ça. Mais c'est important ce que je te dis là, parce que quand je suis à la bibliothèque à travailler 15 heures par jour, que je vois la souffrance de tous ces gens-là qui ne sont là que pour le prochain lunch et que ce n'est pas leur premier choix. La plupart, c'est pas leur premier choix. Là, je mets là-dedans les professeurs de l'université, je mets là-dedans les cuisiniers, des concierges, je mets là-dedans des gardiens de sécurité. Ils vivent des jobs fractionnés dans lesquels ils sont toujours une petite place. Ils n'allongent pas pour pas perdre parce qu'il faut qu'ils mangent demain. Donc, il y a l'esclavage du prochain lunch. Oui, c'est sûr. Automatique. C'est sûr, oui. Tu comprends? Confinés à ça. Ils sont confinés. Donc, toute leur vie, ils ne peuvent pas s'imaginer que parce qu'ils sont dans une errance axiologique. Quand tu as un job, tu as une errance axiologique. Quand tu n'as pas de job, tu as une errance fantomatique. Quand tu te retrouves pas de job et tu es chez vous et tu n'as pas de travail, tu es un errant fantomatique. Tu n'as plus d'ancrage dans la société. On te voit pas. Mais celui qui devient un errant poétique, de par ses fonctions, mais si tu regardes son système, c'est comme un vrai jeu d'échecs. C'est-à-dire que toute la pensée, toute la game d'échecs, tout le jeu, il comprend la game, le jeu, l'imaginaire qu'il fait, et l'objectif est un objectif intègre, d'intégrité. C'est-à-dire que je vais amener dans ma petite vie un petit élément de changement qui va permettre un peu plus de personnes à avoir accès à l'errance poétique. C'est de petit peu à petit peu. Donc, quand pour moi tu pètes tous les jours, puis qu'on est devant la caméra, c'est là que ça se passe. Alors, attends.
Bienvenue, Votre Majesté. Hey, vas-y ta petite chanson. Que tu m'as chanté avec des tiki-tiki-tiki. Non, tu l'as le texte. Ben oui, j'ai ça. Fais-le. Le service à la clientèle. Une carrière. Si vous aimez le monde professionnel. Des comptes payables toute la vie. Au compte recevable. Ça continue. Moi j'aime ça. C'est une couple d'idées qui sont passées hier. C'est très important pour moi qu'à 66 ans, ton corps pèle pendant que ton intelligence parle au nom de tous ceux qui sont aliénés par l'exploitation de l'homme par l'homme, donc toute la planète. Ouais. Tu comprends? Mais tu as un droit de parole exceptionnel, parce que ton corps paye le prix pour parler. Tu comprends? Pour moi, tu comprends? Oui, c'est sûr. Ça, je te demande au matin, comment est ton corps? Oui. As-tu mal dans ton corps? Ben, tu vois-tu, il n'y a pas si longtemps, on pouvait rien faire, on pouvait juste en jaser, on ne pouvait pas diffuser ça. Et voilà. Hein? C'est ça la différence. Aujourd'hui, on peut diffuser ça. Puis peut-être rassembler aussi des gens de la même condition qui ont aussi le même désir de s'en sortir, avec cette idée-là de développer ta vie personnelle. Là, ouais. Comme une œuvre d'art. Ah oui, tout à fait. C'est un concept nouveau. Hein. Reste à voir où on va se rendre avec ça. Dire, on va se rendre quelque part ou si ça va se refermer dans un livre et dans le fond d'une bibliothèque, on va oublier ça. Ça se peut. Oui, ça se peut. C'est possible. Mais en attendant, chaque jour, on veut faire quelque chose. Puis moi, regarde, j'ai quasiment pas d'autre choix. C'est un des rares véhicules que je peux utiliser pour faire connaître ma situation et peut-être tenter de contribuer socialement pour, au bout du compte, avoir le droit de manger. Hein? Parce que c'est ça que c'est. Si tu ne contribues pas socialement aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. On te donne, c'est comme si tu n'avais pas le droit de manger. C'est ça que c'est. Puis ici, chez nous, dans notre pays, on a quand même, dans le pire des cas, quelqu'un qui va te nourrir à petite cuillère. Si t'es bien mal pris, là, tu vas avoir de quoi manger juste pour survivre, pour que la société ne se sente pas trop coupable d'avoir des morts sur les bras. C'est ça que c'est. Puis en même temps, on dit bien souvent que tu suis bien d'essayer de nous nourrir un peu, sinon on va tout être malade à l'hôpital, ça coûte un prix de fou. C'est encore pire. Fait que, ce phénomène-là de l'asservissement de l'homme par l'homme, il y a des tentatives d'essayer de récupérer ça. Mais on va pas loin avec ça présentement. Là. On est sous la gouverne de l'argent. Regarde cette histoire-là de la nouvelle gouvernance aux États-Unis qui fait qu'on a nommé des ministres autour du président qui sont tous des pro-charbon, des pro-pollueurs, dans le fond, hein, qui veulent ramener la menace des gaz de schiste pour fournir de l'énergie, et ainsi de suite. Alors, moi, je calcule qu'on est comme sur une corde raide présentement. Là, on marche là-dessus, là, puis on a toutes les chances de tomber d'un bord ou de l'autre. Moi, j'ai de la misère à croire que tous les scientifiques de la planète ont tort. J'ai de la misère à croire ça. Puis je vois bien que le pôle Nord est en train de fondre pour vrai. Les glaciers sont en train de fondre. C'est un phénomène standard, normal, peut-être tous les 55 millions d'années, mais entre les deux, il n'y a plus d'humanité. Ce que tu es en train de me dire, c'est que l'information que tu possèdes aujourd'hui, ton grand-père, lui, n'avait pas cette chance-là d'être informé, ne fût-ce parce qu'il ne savait pas lire, pas écrire, puis que la télévision existait à peine. Il y avait encore trop de domination, la religion dominait tellement que tu n'aurais pas pu sortir dehors avec une idée comme ça sans être menacé et détruit probablement. T'sais. Excommunié certainement, excommunié, tu avais de la misère à manger, là. Quelqu'un qui était excommunié, dans ce temps-là, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas rien faire. T'sais. Bon, aujourd'hui, si on est en train d'excommunier l'Église pour tous ses crimes, hein, bye-bye. Alors, là, maintenant qu'on est seul, il faut se prendre en main, il faut faire de quoi? Parce que tu sais que, techniquement, à force de lire, le passage de l'esclavage du corps à l'esclavage du salaire, il est techniquement
L'esclavage du corps n'aurait jamais arrêté si ça n'avait pas arrêté d'être payant pour celui qui possédait le corps de l'autre. Vraiment, l'Église, au début, elle encourageait l'esclavage. Elle disait, prends soin de tes esclaves. Elle ne trouvait pas ça scandaleux au début. Même dans le Nouveau Testament, on dit à l'esclave de se tenir tranquille, de garder sa place, puis d'être un bon chrétien, puis de rester esclave. Il faut comprendre qu'on arrive, puis c'est aux États-Unis, bon, tu as toujours des gens qui vont gueuler moralement contre l'esclavage, mais c'est pas comme ça que les choses changent. Non. Mettons qu'on est dans le sud des États-Unis, puis on est une gang de propriétaires qui possèdent 500 000 esclaves. C'est du bétail, ça vaut un prix. Chaque personne qui est esclave produit des enfants. Maintenant, on sépare les couples pour être sûr que notre esclave travaille bien, pour avoir la chicane de couple. Okay. Et à un moment donné, ce chapitel-là d'esclaves est très payant, et ce n'est parce que le coton, ce n'est que le coton. Quand les champs de coton, c'est fait tellement chaud qu'il y a juste un esclave qui peut arriver à faire marcher ça. Sauf qu'arrive le nord des États-Unis, qu'eux autres développent le travail salarial avec l'entrepreneurship. Et ce nord-là qui a une économie qui roule très très vite pendant que le sud stagne. Et là, soudainement, dans le sud, on est poigné. On sait bien que ça sera plus payant, mais en même temps, on ne veut pas les lâcher parce qu'on va se faire dessus. Parce qu'il y a tellement d'esclaves que s'ils sont libres, à un moment donné, ils vont s'en virer de bord, ils vont manger, puis ils vont dessus. Donc, on est pris avec une situation difficile. Et là, à un moment donné, c'est là que le cheptel, tu ne peux plus le revendre. Parce que comme ça n'a plus de valeur. Il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Un peu comme tu achètes ta maison, puis ta maison ne vaut plus rien. Et là, la colère monte, le cheptel ne vaut plus rien. Et là, les lois du Nord font que l'esclave qui se sauve, qui s'en va dans le Nord, on n'est pas obligé d'être ramené dans le Sud. Il peut se faire une vie dans le Nord. Pourquoi? Parce que l'esclave, même l'esclave, il est payant. Quand tu arrives dans le Nord, il est libre, tu peux l'amener chez McDonald's, travailler avec des hamburgers toute la journée. Puis il y a un record d'hamburgers tellement c'est fait, il est payant, le gars. Vu qu'il est payé et autonome plus qu'avant, plus de liberté. Il n'est même pas autonome, c'est que lui, maintenant, on n'a plus à s'occuper de sa santé, de sa famille, de le nourrir, c'est plus du chef. Il est plus payant et donne un salaire par arrange-toi. Ouais, puis tu le remplaces par un autre. Donc, l'esclavage salarial, c'est la lâcheté des propriétaires de cheptel, d'esclaves, qui quand c'est plus payant, j'en veux plus, là, tu sais, je peux plus les revendre. Quel est ce mot, cheptel? Cheptel, c'est un troupeau. Un troupeau. C'est comme un troupeau de vaches, c'est un troupeau de cochons. Et ce troupeau-là, il vaut un troupeau aujourd'hui, les fermes laitières, j'ai des vaches extraordinaires. Ces vaches-là, je peux les revendre. Puis les petits, je peux faire les petits. Puis c'était ça l'esclavage fondamentalement. Comme des animaux. Oui, c'était ça. Donc, il faut bien. Et même chose pour l'esclavage salarial. Il faut bien se rendre compte que le jour où l'esclavage salarial sera plus payant, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être plus payant pour l'État que tout le monde ait un salaire de base. Oui. Donc, tout le monde a un salaire de base. Si tu en veux plus, tu travailles. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus avec un salaire de base, tu n'as plus à payer. L'État peut faire ça pour tout. Et le cheptel salarial de l'État qu'on appelle, là, c'est encore pire, parce que là, on te donne un revenu à tous les mois. Maintenant, là, tu te débrouilles, viens pas te plaindre si tu n'y arrives pas. Oui, c'est ça l'histoire. Et c'est toujours ça. C'est également, au bout de la ligne, quand on pense s'améliorer notre sort, finalement, on se rend compte que la société, ce qu'on appelle les mécanismes sociaux, ils sont pas encore à point. Ils sont calculés pour encore te servir malgré tout. Oui, voilà. Et tu sais que juste le droit est toujours pensé à partir des États. Les États font le droit et le citoyen le subit. Mais juste qu'un être humain se lève debout et dise, c'est le sujet de notre doctorat, ils disent le nano-citoyen planétaire et ses droits juridiques. Que les droits partent du nano-citoyen planétaire, ça c'est une révolution. Ça c'est une révolution parce que le nano-citoyen, c'est la personne abstraite dans ses droits. Quand elle se rencontre planétairement pour dire qu'on ne veut plus de guerre, nous autres. On ne veut plus les dirigeants qui nous volent en haut. On ne veut plus d'abris fiscaux. C'est plein de choses pour nous voler. On ne veut plus des multinationales qui engrangent l'argent, finalement. Qui engrangent l'argent. Puis personne n'en a. Et là, quand les nano-citoyens planétaires se disent nos droits juridiques comme nano-citoyens ne sont pas respectés parce que les droits juridiques sont créés pour l'État, par l'État. Qu'est-ce que la justice? C'est la façon dont les riches, qu'est-ce que le droit a trouvé pour se protéger des pauvres. Oui, c'est ça. Alors, on arrive avec un ensemble de penseurs depuis le début, que j'ai étudié, je me rends bien compte, surtout le directeur de doctorat qui va nous accueillir. Okay? Lui, toute sa réflexion est en fonction des États.
Le Ah oui, droit étatique. il a compris ça, lui, que... Non, lui, il n'a pas compris. Lui, il vit encore à travers les États. Il tente d'expliquer ça ou d'améliorer ça. Oui, à partir des États, tu as raison. Ouais. Pour lui, le droit juridique des États, il doit au moins améliorer ça. Mais à la fin, il ne l'a pas trouvé. Ouais. Tandis que dès que tu pars de l'idée que le droit juridique part du nano-citoyen planétaire, par la nanodémocratie, et que tu dis, ça a la priorité sur le droit des États, bien là, c'est neuf. Lui, il n'a pas pu penser ça. Mais le droit des États, en réalité, regarde, tout est écrit dans la loi, mettons, là, déjà, supposément à l'avantage du citoyen, OK? C'est déjà comme ça. Moi, si on me fait quelque chose, je suis supposé aller en cours, avoir un professionnel pour m'aider, qu'on appelle un avocat, devant un juge, un professionnel qui connaît la loi, qui est supposé dire, monsieur le citoyen, vous avez raison. Mais le problème, c'est ça, il dit le contraire, le gars. OK? Puis ensemble, cette équipe-là, cette industrie-là s'arrange pour traîner les choses à leur avantage parce qu'ils sont élus par le gouvernement, par l'État en haut. Comprends-tu? Puis ils savent très bien que s'ils vont contre l'État, ils vont perdre le job. Alors c'est ça qu'on n'arrive pas à briser, là. La gouvernance qui abuse. L'abus de la gouvernance. Donc comment on fait pour gouverner sans abus? C'est ça l'histoire, parce qu'il s'apprend de la gouvernance. Oh oui, bon, oui, tout à fait. Tu vois, l'idée dont moi je parle, c'est qu'aujourd'hui, à cause de la technologie, on peut technologiquement déterminer c'est quoi les droits. Mais on peut demander à une machine, dans le cas d'un oui ou d'un non, d'appliquer ou de ne pas appliquer la loi, mais c'est au bout du compte, les lois qui vont décider, non pas les juges. Tu sais comment le bien-être social est arrivé, hein? C'est ça qui est... Ben, non, pas vraiment, mais j'ai entendu dire qu'à l'époque du Duplessis, c'était tellement accroche, tellement... Non, c'est pas ça, c'est que quand la menace du communisme est arrivée, ouais. Puis le Parti communiste s'est créé au Canada, pourquoi on crée un droit minimum? C'est parce qu'on dit, si le monde commence à se révolter en nombre, qui vont dans les rues et se révoltent, moi, je suis ma propriété, je suis en danger. Donc, il vaut mieux créer un petit revenu pour les tenir tranquilles, quitte à payer un peu, on va les faire payer de toute façon. Ouais. Donc, il n'y aurait jamais eu de bien-être social s'il n'y avait pas eu de communiste, la pression communiste au Canada. Ah oui, vois-tu. Tu comprends? Et parfois, c'est un peu contraire. Par exemple, il arrive, par exemple, avec Douglas, en Saskatchewan, je me trompe bien, qui voit les pauvres arriver de l'Europe par les bateaux après la guerre avec des mains calleuses, et qui ne savent même pas parler, puis qui ont des terres, on lui donne des terres épouvantables. Et lui, qui est un pasteur, se dit, il faut créer l'assurance maladie. Ah, oui. Et il devient premier ministre et il crée la première assurance maladie du Canada. C'est un des rares cas où c'est créé par conscience humaniste. Ouais. Alors, tu as eu Mandela, ça arrive quelquefois. Mais souvent, les gouvernements sont forcés par la conjoncture. Ouais. Tu comprends? Mais comme il vient d'arriver à cause de l'avocat Ménard, je pense qu'il a poursuivi le gouvernement, il est allé au fédéral dire que le Québec, ils abusent de l'économie de l'assurance maladie, justement. Ben oui, et puis là, il faut changer ça. Il a réussi à faire reculer le ministre en question. Souvent, c'est quand on crée des concepts. Qu'est-ce qu'un concept? C'est une invention. Et pourquoi, et je le dis bien dans le blog, pourquoi tu as inventé le... Oui, je peux aller voir encore le blog. Depuis 2 jours. J'ai travaillé, c'est ça. Depuis 2 jours. Et quand tu dis que tu as inventé, tu as tout à fait raison. Ben moi, je dis pas que j'ai inventé. Moi, je dis que c'est une invention. Mais t'as raison. Mais moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, le pays œuvre d'art. L'idée de ça est venue avant moi. Tu sais, mais c'est pas l'idée, toi, tu l'appliques. Ben moi, je tente de l'appliquer. Fait que quand tu as inventé l'étiquette, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ouais, pas encore, ils ne savaient pas. Mais toi, c'est plus qu'une idée, c'est une invention. C'est-à-dire que la mécanique de ça, tu la vis par ta vie. Tu pèles pour le rêve de ta femme, tu te lèves de bonne heure le matin, puis t'assumes et t'essaies de comprendre le mécanisme. Et je tente de collaborer aussi communautairement avec cette idée-là de la vie personnelle qu'on a développée en équipe. Tout à fait. Parce que j'ai aucun mérite personnel là-dedans. Non, mais quand le conseil Debout il présente son film Le Pays œuvre d'art, puis qu'il en parle à la fin. Mais n'empêche, tu vois, c'est un travail d'équipe. Si j'avais pas eu l'information que tu m'apportes tout le temps, je n'aurais pas pu faire ça. Va voir le blog, tu vois. Je vais y aller, j'arrive. Ben voilà. Le blog est toujours le résultat de notre travail d'équipe. Le sujet du doctorat de l'équipe de recherche Ordre 2 de Rochette au 21e siècle, le nano-citoyen planétaire et ses droits juridiques. En vois-tu? Tu vois, on est rendu là. Et là, j'ai le plan du doctorat. Oui. OK? Et qui est basé sur ta vie. Ouais. Ben moi, je dirais qu'un modèle, je dirais qu'un exemple. Ah non, c'est pas rien que.
Je suis un exemple d'abord. C'est une modélisation à partir desquelles on fait de notre invention. Ce matin, le nano-citoyen part 1 heure plus bonne heure de son travail pour aller pelleter. Je vais manger maintenant. Okay. Alors, écoute, c'est notre journée le matin. Ben voilà, ben tout à fait. On est jeudi. On est jeudi. Le 26 janvier, on approche du printemps. Bon, ben, je suis pas mal content parce que ce qu'on filme tous les matins, la poétique... Demain, on regardera ça. Oui, parce que tu vas voir le plan quand même très... on parcourra le plan du doctorat et la suggestion du plan. C'est toujours une suggestion que je vous fais, tu sais. Ou à travers les lectures, ce que je suis rendu. Même toi. Question quasiment rien de moi là-dedans. Oui, tout à fait. On parle d'une vie humaine. Le cadre théorique, c'est une vie humaine. Ouais. OK, je deviens, c'est ça. Tu deviens un cadre théorique, c'est bien l'objet. Un objet de doctorat, c'est-à-dire que c'est un cadre théorique à travers desquels on fait une analyse à partir de son témoignage, tu vois. Oui. Ceci n'est pas un spectacle, mais un laboratoire. Ah oui, c'est un laboratoire, définitivement. Où je suis le cochon d'Inde par excellence. Bon, OK. Tu manges? Oui. Merci, Pierrot. C'est fantastique. Attention. OK. 7h18. 7h18, c'est juste bon. Faut que j'aille pelleter à l'avant. Je commence à l'avant. Regarde la neige. Sortez là. Portes qui me reste. Peut-être. 11 portes zinc pour en bas, ça. Après, les toitures.
Moi, je suis pas bon dans rien, mais je m'essaye quand même, au cas que ça marcherait, au cas que je me tromperais. On peut pas me blâmer de pas avoir travaillé. J'ai fait 36 métiers, je suis rendu à chanter. Yeah! Une vie plate, 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 une vie plate, plate, plate. Il faut virer ça de bord avant qu'il soit trop tard. Vu que je suis pas bon dans rien, mais que je m'essaye quand même, au cas que ça marcherait, au cas que je me tromperais, me fallait bien chercher quelque chose pour gagner. Ma vie, je l'ai trouvée quand je t'ai rencontré. Yeah! Allez, mon épaule, une vie plate, 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 une vie plate, plate, plate. Il faut virer ça de bord avant qu'il soit trop tard. As-tu vu mon tracteur? 454 vapeurs, 454 cheval moteur. Avec ça, j'ai pas peur, je peux aller n'importe où, même dans le plus creux des trous. Toujours m'arranger tant que t'es à mes côtés. Yeah! Une vie plate, 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 une vie plate, plate, plate. Il faut virer ça de bord avant qu'il soit trop tard. J'étais pas bon dans rien, mais je m'essayais quand même, au cas que ça marcherait, au cas que je me tromperais. On peut, à cette heure qu'on s'est trouvé, toute ma vie a changé. À cause de toi, sans doute, sans aucun doute, je suis rendu bon dans tout, tout. Yeah! Une vie plate, 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 une vie plate, plate, plate. Faut virer ça de bord avant qu'il soit trop tard. Tout ensemble, c'est ça. Une vie plate, 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 une vie plate, plate, plate. Faut virer ça de bord avant qu'il soit trop tard. Yeah! Aïe, aïe, mon épaule. Yeah! C'est la fin de passer comme ça. Et de voir pour ça.
pense que ça va passer dans la hauteur de ton camion. Tu penses que ça passe? J'en ai d'autres avant les camions. Il y a des millimètres ici, là. Ta hauteur? Oui, mais si tu pousses ça ici, là, en dedans, tu pousses ça en dedans. Des roues le bord, le truc, des roues dans le bord. Les roues s'en vont par là. Les dans la boîte, là. Toutes les roues comme ça. Michel, comment on se sent à 66 ans quand on est en train de pelleter pour gagner sa vie? Ah, c'est ça. C'est moi là, qui pète en bas de la côte. C'est lui qui pète là, avec la pelle jaune là. C'est moi ça. Michel le concierge. C'est vrai que j'ai 66. Je viens de les avoir cette année là. Puis tu vois-tu, regarde, ça fait. Là, c'est ma 15e année que je fais ça, moi. Ça fait 15 ans que je pète. 14 ans, peut-être, et demi, là. Que je pète cette entrée de garage-là. Du bas en haut et de haut en bas. Pourquoi? Parce que quand la charrue vient là, vu qu'il y a une pente, là, puis la porte en bas. Le gars, il vient la nuit, que si tu veux, la porte n'est pas ouverte. Fait que le gars, il fait son travail à l'envers, de sa grade, il tire la neige, puis il la sort dehors de même avec un camion. C'est pas facile, OK? Et puis, mais malgré tout, ce qu'on voit pas, c'est qu'en dessous de ça, il y a du pavé uni qui est creusé par le passage des pneus avec les années. Puis là, ces traces-là, ça fait qu'il y a comme à peu près 2 pouces de creusé chaque côté. Fait que lui, quand tu passes avec sa gratte, là, il remplit
ces trous-là, laissés par les pneus, le chemin des pneus, il est rempli de neige. Puis quand il est sorti de là, puis que tout a été nettoyé, semble-t-il, les autos ne peuvent pas sortir plus parce qu'il faut que ce soit gratté, sinon ils ne passeront pas, c'est sur la glace ou sur la neige. Alors, vu la pente qu'il y a là, les autos peuvent rentrer, oui, mais ils ne peuvent pas sortir. Fait que tous les matins, la première affaire qu'il faut que je fasse, d'abord, c'est ce qu'on a vu tantôt, là, le passage de l'entrée de la garderie, là. La première chose à faire, c'est les entrées piétonnières qu'il faut que je fasse. Là où il y a des gens qui passent, ça passe en priorité. Fait que j'ai fait les entrées piétonnières maintenant. Là, je suis en train de faire les entrées de garage, c'est prioritaire aussi. Là, ces gens-là, ils sortent de là le matin vers 8h, 8h30. Il y en a qui sortent plus tôt même. Alors moi, regarde, je suis là à 7h le matin en train de déblayer ça. Puis regarde, à tous les fois qu'il y a une tempête de neige, ça se remplit, que la journée vienne ou qu'elle ne vienne pas, moi, je suis obligé de faire ce job-là pour clairer les traces de pneus qu'on veut. La dernière affaire, c'est drôlement éreintant, premièrement. Après 15 ans, tu n'auras pas de fait à l'affaire, mais regarde, il faut que j'aille prudemment pour ne pas m'arracher les os, là. Je veux dire, c'est pas mal de distance à pelleter à la main, ça. Tout ça, là. Puis pas ça, un coup que la pelle est passée pour chaque porte, là, il faut que je mette du sel, moi, là. Parce qu'on met le sel à la main, là-bas. Pourquoi? Parce que... il paraît que si on demande à la machine qui vient de mettre le sel en même temps, parce qu'ils en ont dans leur camion, là, ils pourraient mettre du sel dans la pente en même temps. Mais non, ce qui arrive, c'est que mes patrons ils disent que c'est pas bon pour l'environnement, c'est trop de sel. Et puis en même temps de ça, vu que c'est du gros sel, puis tout ça, puis ça abîme le fini du pavé. Alors que le sel, c'est pas bon non plus pour... comprends-tu? Donc, à cause de ça, moi, il faut que je le mette à la main. Le sel, parce que ça en prend du sel pour sortir, on ne peut pas sortir de l'eau autrement. C'est la glace, moi je ne peux pas pelleter de la glace avec ma petite pelle de même là. Ben, je prends mon souffle de temps en temps, comme vous voyez là. Et puis ça, là, ce qui arrive, c'est que il faut comprendre que c'est une porte, hein. J'en ai 11 à faire, moi, à chaque jour. Qui a besoin, on voit, il y a 4 grosses portes de garage, il y a les portes piétonnières. Puis ça, c'est sans compter ce que je dois faire sur la toiture, les portes de sortie de secours pour la garderie, au 3e étage, sur les toits. Au 5e étage, sur les toitures. Alors, il faut que je fasse ça aussi. Et puis ça, ben, ça paraît pas, là, je fais ça en plus de ceux-là. Alors, regarde, ça devient, c'est beaucoup d'orage pour un seul homme, à la petite pelle. Et puis, à 66 ans, on m'a dit une affaire, là. Je comprends pas, moi, je comprends pas que je doive encore faire ça. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, hein. Toute ma vie, c'est comme, regarde, plus que ça. Plus que ça, regarde, moi, j'étais un premier de classe toute ma vie, comprends-tu? J'allais à l'école primaire, privée, puis j'ai tout appris des bonnes affaires avec les religieuses où je suis allé dans ces fameux couvents à l'époque où on enseignait comment devenir le meilleur du monde en apprenant un bon français et en faisant des bonnes mathématiques. Et puis, tout était, j'ai appris la musique là-bas. Alors, j'étais un premier de classe, moi, dans ces places-là. Et puis après ça, regarde, toute ma vie encore, regarde, je suis retourné là, faire un apprentissage en programmation informatique. Là, et je fais ça il y a 12 ans, 15 ans passés déjà, là, j'avais 50 ans. J'étais encore arrivé premier de classe. Hein, j'avais 94,8% dans toutes mes matières en informatique. Après le cégep, à accéléré à 18 mois. Je suis vraiment pas un imbécile, là, quand même. Bon. Puis c'est pas pour pouvoir là me vanter, non, c'est un état de fait, 18 ans de scolarité, tout ça avec ces compétences-là, puis j'ai jamais eu de raison, moi j'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais perdu mon emploi parce que j'avais mal fait quelque chose, rien de ça, non. J'ai cherché à toujours me placer dans la vie, puis regarde, comment ça se fait, là, qu'à 66 ans, puis depuis 15 ans passés, pensez-y, là, j'avais 52 ans, je venais de sortir frais avec un diplôme en informatique, premier de classe. Comment ça se fait que je me suis trouvé une position de concierge seulement? Pourquoi, en introduction de ton documentaire, tu as mis ta chanson « Moi, je suis pas bon dans ma vie ». Ben moi, je pense pas que je suis pas bon dans rien. Moi, je sais que je suis bon dans tout. Sauf que la société n'a jamais reconnu vraiment, pour la peine, à date, le talent que j'aurais pu contribuer compte tenu de mes capacités, par exemple. Regarde, si je suis capable de faire un bon travail là, de pelletage, d'entretien d'immeubles, de ci, de ça, comme il faut là, pendant 15 ans, si je suis capable de faire ça, est-ce que tu je suis capable de faire d'autres choses comme il faut? Parce que regarde, si tu ne fais pas ton travail comme il faut, là, les autos ne sortent pas.
Regarde, t'es en train de mettre du sel, là. Bon, regarde. Pourquoi je suis aux travaux forcés à 13,5$ de l'heure? Après 14 ans au travail, une journée de congé à Noël, une journée de congé au jour de l'an. Si je veux les autres entre les deux, je le prends comme mes vacances. Hein? Puis, pourquoi je suis encore en train de faire ça? Je pourrais contribuer bien plus que ça. Hein, j'aurais pu. Puis là, on va me dire, oui, mais tu mets la faute sur la société, puis on va dire, certainement, regarde. C'est pas parce que j'ai pas essayé, là, regarde, à chaque fois, la dernière fois, j'ai mis 20 000$ pour aller à l'école, là, pour essayer justement de m'adapter moi-même au milieu des conditions, de besoin de l'emploi, tout ça. Je suis sorti avec un diplôme en informatique, premier de classe avec honneur, à part ça, c'est écrit sur le diplôme. Et puis que malgré tout ça, à l'âge de 50 ans, j'ai jamais pu me retrouver une position. La seule que j'ai réussi à accrocher, c'est celle de concierge où je suis encore aujourd'hui. Ben moi, je calcule que la société gaspille beau talent, que j'aurais pu contribuer. Puis regarde, encore aujourd'hui, là, je s'appelle. Fait que regarde, moi, pourquoi je s'appelle, hein? Pourquoi je s'appelle? Ben regarde, premièrement, là, pas parce que je s'appelle que je vais passer une mauvaise journée. Non. Je dis, OK, c'est là que je suis sur l'appel. Et puis, en fait, avec très peu de ressources, hein, parce que sur l'appel comme ça, là, regarde, moi, j'aurais jamais pu penser être capable de supporter une famille. Fait que je me suis arrangé pour pas avoir d'enfants non plus, hein. Je veux dire, 13$ de l'heure, j'ai de la misère à me trouver un logement pour moi-même, là. Fait que ma femme puis moi, là, on est ensemble. Puis là, regarde, moi, je pèle, en fait, pour ajouter au revenu familial, qui est particulièrement généré par ma charmante conjointe, mon épouse, la belle Moline. Et puis, parce qu'elle est professeure, elle gagne plus que moi. Et puis, mais à deux, on y arrive. À deux, on y arrive. Puis regarde, moi je fais ce qu'il faut pour qu'on arrive, hein. Donc, regarde. Mais regarde ce qu'il faut que je fasse. Regarde. Puis là, ça finit pas, hein. Ça finit pas. Alors moi, c'est pas pour rien que je fais du cinéma, là. Regarde, c'est moi qui est dans le film, là. Pierrot, qui est sur la caméra, il doit geler bien raide, Pierrot. Veut dire, on va l'entendre tout à l'heure, il est plus capable. Merci d'être là, Pierrot. Ça, c'est l'amitié, vois-tu. L'amitié, moi, pourquoi je pèle, pourquoi je fais du cinéma, c'est à cause de l'amitié. On est une équipe de 3 personnes. Marlene, ma conjointe, c'est sûr. Pierrot, l'ami Pierrot. Et moi-même, vois-tu, ce qui arrive, c'est qu'on essaie de trouver, de faire une contribution, là, dans ce cas-ci, c'est cinématographique, pour expliquer la condition humaine. En passant par la mienne en particulier, voyez-vous? Moi, je ne comprends pas, il devrait y avoir, moi, dans mon idée, ma contribution, ça s'appelle le pays œuvre d'art. Et puis, tu vois-tu, en pétant comme ça longtemps, là, j'ai le temps de réfléchir, puis de penser, puis tout ça. Puis là, je me suis imaginé un pays où les vies personnelles des individus deviendraient des œuvres d'art. Comprends-tu? Ça, c'est mon rêve à moi, ça, là, pendant que je fais de sortir du trou, tu comprends-tu? Comment je fais ça? Ben, je dis, je vais faire du cinéma. Puis que je vais faire au cinéma, ben, je vais essayer de parler de quelque chose d'intéressant. Puis regarde, une idée intéressante qui me passait par la tête aujourd'hui, je me dis, imagines-tu que dans le pays œuvre d'art, là, c'est pas drôle le même gars qui pèle. On fait des rotations. Dans le pays œuvre d'art, là, tout d'un coup, le premier ministre, là, hein, le premier ministre, lui, qui décide de comment je vais gagner, moi, là, dans la vie, là. C'est lui qui décide de mon salaire d'une manière, hein, en laissant aller les choses au salaire minimum. Moi, là, le salaire minimum, tu es en train de me rattraper. Je veux dire, bon, regarde, il devrait y avoir, pour être premier ministre, là, dans les conditions d'admission, OK? Un coup, tu es élu premier ministre, ta première tâche, là, ça devrait être d'aller faire une année de travail à la place d'un gars qui est comme moi, ça s'appelle. Une année de travail. Tu vas être concierge de la beauté du monde avec ta pelle, là, comme moi, là, à 13$ de l'heure. Puis là, la rotation, moi, je prendrais sa position, moi, à sa place, puis je prendrais son salaire aussi pendant 1 an. Ça me permettrait, moi, parce que j'ai travaillé très, très fort sur la pelle, ça me permettrait absolument aussi d'être premier ministre, de m'asseoir dans l'arrêt de bureau, puis de jaser avec le monde, puis de passer des lois pendant 1 an de temps. Et puis, elle regarde, avec son salaire d'ailleurs, ça me ferait du bien, moi, mon portefeuille, ça peut-être sauver notre pension sur ma tante Marie puis moi. 1 an, ça paye du premier ministre, ça me ferait du bien. Puis là, le premier ministre, 1 an, si tu me payes à 13$ de l'heure, là, ben là, peut-être que quand il va retourner, le premier ministre, là, il va y penser 2 fois. Il va peut-être, ouais, mais le gars qui pète, là,
Le gars qui paye en bas, lui, là, il faut lui donner quelque chose, il faut y en donner plus parce que ça n'a pas de bon sens. Le gars, dans le fond, va dire, si moi, je peux sortir avec mon char, c'est à cause de lui, là. Comprends-tu? Fait que regarde, s'il n'est pas là pour pelleter le gars, là, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le chaos, hein? On a besoin de tout le monde, hein? La serveuse au restaurant, là, elle mange plus que tout le monde, elle ici dans la maison, puis elle transporte des poids dans ses mains, il s'appelle les assiettes. Elle vient me servir à tout midi, là, regarde. Au lieu d'y laisser 50 cents comme pour boire, là, il devrait y avoir un salaire minimum pour ces gens-là, comprends-tu? Éliminer le problème du revenu pour manger puis pour se loger. Éliminer ça, ça va permettre aux gens de faire un meilleur travail dans ce qu'ils font, d'être plus heureux dans la vie. C'est pas compliqué, ça. Alors, le premier ministre, peut-être s'il pétait pendant un an pour avoir droit d'être premier ministre, quand il est élu, ou bien là, qui cassait du ciment, ou qui montait, mettons, au 18e étage, poser des fenêtres, pendant un an, tu sais, ça serait peut-être intéressant de voir que chacun des gouvernants devrait avoir une responsabilité semblable dans son ministère. De façon à ce qu'il y ait une rotation avec les citoyens, le nano-citoyen que je représente ici, là, et puis d'ailleurs, la nano-citoyenneté, ça, c'est l'avenir, ça. C'est une idée, ce qu'on propose, nous autres, la nano-citoyen, ça, parce qu'on peut aujourd'hui, par l'Internet, se rejoindre tout le monde. Ben là, tout d'un coup, là, chaque être individu comme moi qui pèle là-dessus, là, peut rêver d'une vie personnelle, œuvre d'art, pendant le pelletage. Le pays œuvre d'art, que je présente comme une invention, c'en est une, c'est sûr, mais c'est aussi une invitation. C'est surtout une invitation à votre vie personnelle, œuvre d'art. Une invitation à développer ma vie personnelle, œuvre d'art. Une invitation à développer la vôtre. Et que de cette façon, dans un genre d'univers parallèle, on puisse ajouter une couche à l'univers existentiel présentement qui est là et qui nous fait des problèmes partout, à gauche, à droite. Puis si on cherche des solutions à ces problèmes-là, ben, notre suggestion, nous autres, c'est de payer œuvre d'art avec cette idée-là, de changer le monde à partir d'un univers parallèle qui est composé de vos vies personnelles œuvres d'art en action. C'était ça, si je voulais faire ça, ça fait longtemps que je veux faire ça. Parce que je l'ai pas dit pour rien. Moi, je crois à ça, très sincèrement. Moi. Je suis venu changer le monde. Ben voyons donc. Un concierge dans le fond de sa cave, tu sais, je veux dire. Je suis venu changer le monde. Ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, je dis que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller. Tout va bien aller. Tu es venu changer le monde. Ben voyons donc. Et une voyez comme toi, tu sais. Voyons donc. Tu es venu changer le monde. Ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, tu dis que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller. Tout va bien aller. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas toi et moi. Pourquoi pas toi et moi. On est venu changer le monde, mais voyons donc, on est venu changer le monde. Ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, on dit que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller. Tout va bien aller. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas toi et moi. Pourquoi pas toi et moi. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Yeah!
suis venu changer le monde. Ben voyons donc, ben voyons donc. Je suis venu changer le monde. Ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, je dis que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller, tout va bien aller. Je suis venu changer le monde, voyons donc, je suis venu changer le monde, ben voyons donc, ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, je dis que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller, tout va bien aller. Tu es venu changer le monde, voyons donc, tu es venu changer le monde, ben voyons donc, ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, tu dis que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller, tout va bien aller. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas, pourquoi pas. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas toi et moi, pourquoi pas toi et moi. On est venu changer le monde, et voyons donc, on est venu changer le monde, ben voyons donc, ben voyons donc. À partir d'ici aujourd'hui, on dit que les choses ont changé. À partir d'ici aujourd'hui, tout va bien aller, tout va bien aller. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas toi et moi, pourquoi pas toi et moi. Tout va bien aller. Pourquoi pas toi et moi, tout va bien aller. Pourquoi pas toi et moi, tout va bien aller. Yeah. Je suis venu changer le monde. Ben voyons donc, ben voyons donc. Je suis venu changer le monde.